11. Examen de diverses apories relatives à la justice. On pourrait se poser la question de savoir si nos déterminations de l'injustice subie et de l'injustice commise sont suffisantes, et en premier lieu si les choses se comportent comme le dit Euripide dans cette étrange parole. J'ai tué ma mère, tel est mon bref propos. Est-ce que votre consentement est du sien, ou bien n'y avez-vous consenti ni l'un ni l'autre? Est-ce qu'il est en effet véritablement possible de subir volontairement l'injustice, ou au contraire n'est-ce pas là quelque chose de toujours involontaire, de même que commettre l'injustice est toujours volontaire? En outre, est-ce que subir l'injustice est toujours volontaire ou toujours involontaire, ou bien dans certains cas volontaire et dans certains autres involontaire? Même question en ce qui concerne le fait d'être traité avec justice. Agir justement est toujours volontaire, de sorte qu'il est raisonnable de supposer semblable opposition dans les deux cas. En être traité injustement et être traité justement d'une part, et être volontaire ou involontaire d'autre part. Pourtant, il pourrait sembler étrange de soutenir que même le fait d'être traité justement est toujours volontaire, car on est parfois traité justement contre sa volonté. Ensuite, on pourrait aussi se poser la question suivante. L'homme qui a subi ce qui est injuste est-il toujours traité injustement, ou bien en est-il du fait de supporter l'injustice comme il en est du fait de la commettre? En effet, comme agent aussi bien que comme patient, on peut participer par accident à une action juste, et il en est évidemment de même pour les actions injustes. Accomplir ce qui est injuste n'est pas la même chose qu'agir injustement, et subir ce qui est injuste n'est pas non plus la même chose qu'être traité injustement. Il en est de même du fait d'agir justement et d'être traité justement, car il est impossible d'être traité injustement si un autre n'agit pas injustement, ou d'être traité justement si un autre n'agit pas justement. Mais si agir injustement consiste purement et simplement à causer du tort volontairement à quelqu'un, et si volontairement a le sens de avoir pleine connaissance et de la personne lésée et de l'instrument et de la manière, et si l'homme intempérant se fait volontairement du tort à lui-même, il s'en suivra à la fois que volontairement il sera injustement traité et qu'il lui sera possible d'agir envers lui-même injustement. C'est là d'ailleurs aussi une des questions que nous avons à nous poser. Peut-on agir injustement envers soi-même? De plus, on pourrait volontairement, par son intempérance, subir un dommage de la part d'une autre personne agissant volontairement, de sorte qu'on pourrait être volontairement traité injustement. Mais notre définition n'est-elle pas incorrecte? Et ne doit-on pas ajouter à causer du tort en ayant pleine connaissance, et de la personne lésée, et de l'instrument et de la manière, la précision suivante, contrairement au souhait réfléchi de la dite personne? Ceci, une fois admis, un homme peut assurément subir volontairement un dommage et supporter ce qui est injuste, mais il ne peut jamais consentir à être traité injustement, car personne ne souhaite cela, pas même l'homme intempérant, mais il agit contrairement à son propre souhait, puisque personne ne veut ce qu'il ne croit pas bon pour lui, et l'homme intempérant fait des choses qu'il pense lui-même n'être pas celles qu'il doit faire. D'ailleurs, ce qui se passe dans les contrats privés confirme la solution proposée. Une partie qui consent de son plein gré à un marché désavantageux, comme Glaucus traitant avec Diomède, ne peut pas se plaindre d'une injustice. Pour cela, il faudrait que l'autre partie commette l'injustice en agissant contrairement à la volonté de son partenaire. Celui qui donne ce qui lui appartient en propre, comme selon Homère Glaucus donnait à Diomède, des armes d'or pour des armes de bronze, la valeur de 100 bœufs pour 9 bœufs. Celui-là n'est pas injustement traité, car bien que donner dépende de lui, être injustement traité n'est pas en son pouvoir, mais il faut qu'il y ait une autre personne qui le traite injustement. 12. Autre aporie relative à la justice. On voit donc qu'il n'est pas possible de subir volontairement l'injustice. Des questions que nous nous étions proposés de discuter, il en reste encore deux à examiner. Est-ce, en fin de compte, celui qui a assigné à une personne la part excédant son mérite qui commet une injustice, ou bien est-ce celui qui reçoit la dite part? Et peut-il se faire qu'on agisse envers soi-même injustement? Si on reconnaît la possibilité de la première solution, c'est-à-dire si c'est le distributeur de parts qui commet l'injustice et non celui qui reçoit la part trop forte, alors quand un homme sciemment et volontairement assigne à un autre une part plus grande qu'à lui-même, cet homme commet personnellement un acte injuste envers lui-même, ce que font précisément, semble-t-il, les gens honnêtes, puisque l'homme équitable est enclin à prendre moins que son dû. Mais cette explication n'est-elle pas, non plus, dans sa simplicité, inexacte? Il peut arriver en effet que l'homme en question possédait plus que sa part d'un autre bien, plus que sa part d'honneur, par exemple, ou de vertu, proprement dite.
ce qui entraîne une compensation et fait que dans l'ensemble, la justice est satisfaite. Il y a encore une solution, c'est d'appliquer notre définition de l'action injuste. L'homme dont nous parlons, en effet, ne subit rien de contraire à sa propre volonté. Par conséquent, il ne subit pas d'injustice du fait tout au moins qu'il sait attribuer la plus petite part. Mais le cas échéant, il supporte seulement un dommage. Cependant, il n'est pas douteux que c'est bien le distributeur de parts qui commet l'injustice, tandis que celui qui reçoit la part excessive ne commet pas l'injustice. En effet, ce n'est pas celui dans lequel réside ce qui est injuste qui agit injustement, mais celui qui commet volontairement l'acte injuste, c'est-à-dire celui d'où l'action tire son origine qui se trouve dans celui qui distribue et non dans celui qui reçoit. De plus, étant donné que le terme faire comporte de nombreuses acceptions, et qu'en un sens on peut qualifier de meurtrier les objets inanimés, où la main ou le serviteur agissant par ordre, celui qui reçoit une part excessive n'agit pas injustement, pour qu'il fasse là ce qui est injuste. En outre, si le distributeur de parts a décidé dans l'ignorance, il n'agit pas injustement au sens où on parle de justice légale, et sa décision n'est pas non plus injuste en ce sens-là, mais elle est cependant à un certain sens injuste, puisque la justice légale est autre que la justice première. La justice légale, to nomikon, dikaion, est le droit positif. La justice première, to proton, le droit naturel. Mais si tout en le sachant il a jugé d'une manière injuste, il prend lui-même une part excessive, soit de gratitude, soit de vengeance. Ainsi, tout comme s'il recevait une part du produit de la justice, le juge qui, pour les raisons ci-dessus, rend une décision injuste, obtient plus que son dû. Car même dans l'hypothèse d'une participation au butin, si par exemple il attribue dans son jugement un fonds de terre, ce n'est pas de la terre mais de l'argent qu'il reçoit. 13. La justice est une disposition. Les hommes s'imaginent qu'il est en leur pouvoir d'agir injustement et que par suite il est facile d'être juste. Mais cela n'est pas exact. Avoir commerce avec la femme de son voisin, frapper son prochain, glisser de l'argent dans la main, c'est là assurément chose facile et en notre pouvoir. Mais faire tout cela en vertu de telles dispositions déterminées du caractère n'est ni facile ni en notre dépendance. Pour corrompre, nous dirions graisser la pâte, il est aisé, dit Aristote, de commettre une action injuste, mais beaucoup plus difficile d'être injuste et vicieux. Ce qui suppose une exis, un habitus, qui ne s'acquiert pas du premier coup. Il en est de même, à contrario, de la justice. Pareillement, on croit que la connaissance du juste et de l'injuste ne requiert pas une profonde sagesse, prétexte qu'il n'est pas difficile de saisir le sens des diverses prescriptions de la loi, quoique en réalité, les actions prescrites par la loi ne soient justes que par accident. Mais savoir de quelle façon doit être accomplie une action, de quelle façon doit être effectuée une distribution, pour être l'une et l'autre justes, c'est là une étude qui demande plus de travail que de connaître les remèdes qui procurent la santé. Et même dans ce dernier domaine, s'il est facile de savoir ce que c'est que du miel, du vin et de l'élébore, un cautère, un coup de lancette, par contre, savoir comment, à qui et à quel moment on doit les administrer pour produire la santé, c'est une affaire aussi importante que d'être médecin. Et pour la même raison, les hommes pensent aussi que l'homme juste est non moins apte que l'homme injuste à commettre l'injustice, parce que l'homme juste n'est en rien moins capable, s'il ne l'est davantage, d'accomplir le cas échéant quelques-unes des actions injustes dont nous avons parlé. N'est-il pas capable en effet d'avoir commerce avec une femme, ou de frapper quelqu'un? Et l'homme courageux est capable aussi de jeter son bouclier, de faire demi-tour et de s'enfuir dans n'importe quelle direction. Mais en réalité, se montrer lâche ou injuste ne consiste pas à accomplir les dites actions sinon par accident, mais à les accomplir en raison d'une certaine disposition, tout comme exercer la médecine et l'art de guérir ne consiste pas à faire emploi ou à ne pas faire emploi du scalpel ou de drogue, mais à le faire d'une certaine façon. Les actions justes n'existent qu'entre les êtres qui ont part aux choses bonnes en elles-mêmes. Sur le sens de écoussi, uper bo len, l'idée d'Aristote est celle-ci. Les notions du juste et de l'injuste ne se conçoivent que pour des êtres capables de tirer parti des biens dont ils peuvent jouir et dont l'abondance ou le défaut sont à la source de leurs actions bonnes ou mauvaises. C'est seulement le cas de l'homme normalement constitué. Anthropinon, ce qui est exclu à la fois les dieux et les hommes irrémédiablement vicieux. Aux choses bonnes
en elle-même et admettant en elle excès et défauts. Il y a en effet des êtres pour lesquels un excès de bien ne se conçoit pas, c'est le cas sans doute des dieux. D'autres, au contraire, sont incapables de tirer profit d'aucune portion de ces biens. Ce sont ceux qui sont irrémédiablement vicieux et à qui tout est nuisible. D'autres, enfin, n'en tirent avantage que jusqu'à un certain point. Et c'est la raison pour laquelle la justice est quelque chose de purement humain. 14. L'équité et l'équitable. Nous avons ensuite à traiter de l'équité et de l'équitable et montrer leurs relations respectives avec la justice et avec le juste. En effet, à y regarder avec attention, il apparaît que la justice et l'équité ne sont ni absolument identiques, ni génériquement différentes. Tantôt, la justice et l'équité ne sont ni identiques, ni pourtant différentes par le genre. D'une part, nous approuvons et considérons comme bonnes des actions qui ne rentrent pas dans la stricte notion de justice, à ce point que nous faisons de épieikes un synonyme de agathos, comme d'ailleurs Aristote lui-même, ce qui montre bien que l'équitable ne se confond pas avec le juste. Mais, d'autre part, il est paradoxal que nous approuvions ce qui est équitable en tant que précisément il s'écarte de la justice. Il y a donc une certaine affinité entre les deux notions, car comment approuverait-on ce qui n'aurait rien de juste? Nous dirons qu'il y a bien une distinction, mais qui ne va pas jusqu'à la différence générique. En d'autres termes, l'équitable n'est pas le juste, mais il y a une certaine espèce de juste. Tantôt, nous louons ce qui est équitable, et l'homme équitable lui-même, au point que par manière d'approbation, nous transférons le terme équitable aux actions autres que les actions justes, et en faisons un équivalent de bon, en signifiant par plus équitable qu'une chose est simplement meilleure. Tantôt, par contre, en poursuivant le raisonnement, il nous paraît étrange que l'équitable, s'il est une chose qui s'écarte du juste, reçoive notre approbation. S'ils sont différents, en effet, ou bien le juste ou bien l'équitable n'est pas bon, ou si tous deux sont bons, c'est qu'ils sont identiques. Le problème que soulève la notion d'équitable est plus ou moins le résultat de ces diverses affirmations, lesquelles sont cependant toutes correctes d'une certaine façon et ne s'opposent pas les unes aux autres. En effet, l'équitable, tout en étant supérieur à une certaine justice, est lui-même juste, et ce n'est pas comme appartenant à un genre différent qu'il est supérieur au juste. Il y a donc bien identité du juste et de l'équitable, et tous deux sont bons, bien que l'équitable soit le meilleur des deux. Ce qui fait la difficulté, c'est que l'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste selon la loi, mais un correctif de la justice légale. La raison en est que la loi est toujours quelque chose de général, et qu'il y a des cas d'espèce pour lesquels il n'est pas possible de poser un énoncé général qui s'y applique avec rectitude. Dans les matières donc où on doit nécessairement se borner à des généralités et où il est impossible de le faire correctement, la loi ne prend en considération que les cas les plus fréquents, sans ignorer d'ailleurs les erreurs que cela peut entraîner. La loi n'en est pas moins sans reproche, car la faute n'est pas à la loi, ni au législateur, mais tient à la nature des choses, puisque par leur essence même, la matière des choses de l'ordre pratique revêt ce caractère d'irrégularité. Quand par suite la loi pose une règle générale, et que là-dessus survient un cas en dehors de la règle générale, on est alors en droit, là où le législateur a omis de prévoir le cas et a péché par excès de simplification, de corriger l'omission et de se faire l'interprète de ce que dit le législateur lui-même, s'il avait été présent à ce moment, et de ce qu'il aurait porté dans sa loi s'il avait connu le cas en question. De là vient que l'équitable est juste, et qu'il est supérieur à une certaine espèce de juste, non pas supérieur au juste absolu, mais seulement au juste où peut se rencontrer l'erreur due au caractère absolu de la règle. Telle est la nature de l'équitable, c'est d'être un correctif de la loi, là où la loi a manqué de statuer à cause de sa généralité. En fait, la raison pour laquelle tout n'est pas défini par la loi, c'est qu'il y a des cas d'espèce pour lesquels il est impossible de poser une loi, de telle sorte qu'un décret est indispensable. De ce qui est en effet indéterminé, la règle aussi est indéterminée à la façon de la règle de plomb utilisée dans les constructions de Lesbos. De même que la règle épouse les contours de la pierre et n'est pas rigide, ainsi le décret est adapté aux faits. On voit ainsi clairement ce qu'est l'équitable, que l'équitable est juste et qu'il est supérieur à une certaine sorte de juste. De là résulte notamment aussi la nature de l'homme équitable, celui qui a tendance à choisir et à accomplir les actions équitables et ne s'en tient pas rigoureusement à ses droits dans le sens du pire, mais qui a tendance à prendre moins que son dû, bien qu'il y ait la loi de son côté. Celui-là est un homme équitable, et cette disposition est l'équité, qui est une forme spéciale de la justice et non pas une disposition entièrement distincte. 15. Dernière aporie de l'injustice envers soi-même. Mais est-il possible ou non de commettre l'injustice envers soi-même?
La réponse à cette question résulte clairement de ce que nous avons dit. En effet, parmi les actions justes figurent les actions conformes à quelques vertus, quelles qu'elles soient, qui sont prescrites par la loi. Aristote n'admet pas, nous le verrons, qu'on puisse commettre une injustice envers soi-même, sinon à un sens métaphorique. Mais pourtant, le suicide n'est-il pas par excellence l'acte injuste commis envers soi-même? Non, répond Aristote, le suicide n'est pas un acte injuste en ce sens, parce qu'il est accompli volontairement, et que, nous l'avons vu, personne ne subit volontairement une injustice. Il est injuste parce qu'il est contraire à la loi positive, et qu'en violant la loi, son auteur commet un acte d'injustice envers la société qui le frappe d'une peine. À Athènes, on coupait la main du suicidé et on l'a enterré à part du corps, esquine. Par exemple, la loi ne permet pas expressément le suicide, et ce qu'elle ne permet pas expressément, elle le défend. En outre, quand contrairement à la loi, un homme cause du tort, autrement qu'à titre de représailles, et cela volontairement, il agit injustement. Et agir volontairement, c'est connaître à la fois et la personne qu'on lèse et l'instrument dont on se sert. Or, celui qui, dans un accès de colère, se tranche à lui-même la gorge, accomplit cet acte contrairement à la droite règle, et cela la loi ne le permet pas. Aussi commet-il une injustice. Mais contre qui? N'est-ce pas contre la cité et non contre lui-même? Car le rôle passif qu'il joue est volontaire, alors que personne ne subit volontairement une injustice. Telle est aussi la raison pour laquelle la cité inflige une peine, et une certaine dégradation civique s'attache à celui qui s'est détruit lui-même, comme ayant agi injustement envers la cité.